Le réchauffement planétaire provoqué par l'homme n'est plus une simple théorie sur le climat. C'est devenu l'une des causes politiques et morales emblématiques de notre époque. Pour ses défenseurs, le temps des débats est révolu. Toute critique, même la plus rigoureuse scientifiquement, serait illégitime, voire dangereuse. Pourtant, dans ce film, nous allons montrer que les températures actuelles n'ont rien d'extraordinaire, que le climat de la Terre a toujours changé et qu'aucune preuve scientifique ne démontre que le climat est déterminé par le dioxyde de carbone, généré ou non par l'homme. Partout, on vous répète sans le moindre doute que le changement climatique est le fait de l'homme. C'est un mensonge. Quand on me dit « je ne crois pas au réchauffement planétaire », je réponds « moi si, mais je ne crois pas que le CO2 produit par les hommes en soit la seule cause ». Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit c'est le CO2. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde, j'écoutais ce que disaient les médias. Les nouvelles du réchauffement planétaire provoqué par l'homme dont les médias nous inondent semblent chaque jour plus extraordinairement apocalyptiques. Et malgré tout, un certain nombre d'éminents spécialistes du climat affirment aujourd'hui que cette théorie n'a tout simplement aucun sens. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre lors desquelles la quantité de CO2 était 3 fois plus élevée qu'aujourd'hui, 10 fois plus élevée même. Si le CO2 avait un effet aussi capital sur le climat, ça apparaîtrait sur la courbe des températures. Si on analyse le climat à l'échelle géologique, on n'accordera jamais au CO2 une influence aussi importante. Aucun changement climatique majeur de ce dernier millénaire peut s'expliquer par le CO2. On ne peut pas dire que le CO2 est à l'origine des variations climatiques, il ne l'a jamais été. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait un consensus de milliers de scientifiques sur la question du réchauffement planétaire, selon lequel les hommes seraient en train de causer un changement catastrophique du système climatique. Eh bien moi, en tant que scientifique, je pense que c'est faux. Le réchauffement climatique provoqué par l'homme n'est pas une théorie scientifique ordinaire. Elle est soutenue par un organisme politique puissant de l'ONU, le GIEC. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC, comme tout autre organisme de l'ONU, est politique. Les conclusions de ces rapports sont influencées par la politique. Prétendre que le GIEC rassemble les 1500 ou 2500 meilleurs scientifiques du monde est faux. Il suffit de regarder les biographies de ses membres. Tous ne sont pas scientifiques. Pour faire monter le nombre à 2500, ils ont dû faire appel à des réviseurs, à des fonctionnaires, etc., à tout ce qui leur passait sous la main. Et ils n'ont demandé l'accord de personne. Beaucoup, d'ailleurs, ne sont pas d'accord. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes, qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui, malgré tout, sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. Voici l'histoire d'une théorie sur le climat qui s'est transformée en idéologie politique. Je n'ai plus envie de parler de mouvement écologiste, parce que c'est devenu un mouvement d'activisme politique très influent sur le plan international. Voici comment tout un domaine de la science a été dénaturé. Les scientifiques du climat ont besoin qu'il y ait un problème s'ils veulent qu'on finance leurs travaux. Nous avons tout intérêt à provoquer la panique pour que de l'argent soit investi dans les sciences du climat. La chose à ne surtout jamais dire, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. On nous dit de nous inquiéter car le climat mondial est en train de changer. Mais le climat mondial n'a jamais cessé de changer. La longue histoire de la Terre est ponctuée de périodes bien plus chaudes ou bien plus froides que la nôtre. Le climat a toujours évolué sans que nous, les hommes, n'y soyons pour quelque chose. La tendance actuelle au réchauffement remonte à il y a au moins 200 ans. Elle suit une période très froide de l'histoire de la Terre que les climatologues appellent petit âge de glace. Au XIVe siècle, l'Europe est entrée dans le petit âge de glace. Et durant les hivers les plus durs et les plus rigoureux de cette période-là, la Tamise gelait. Avant le petit âge de glace, a eu lieu une période de douceur lors de laquelle les températures étaient plus chaudes qu'aujourd'hui.
une période que les climatologues appellent optimum médiéval. En Europe, elle correspond au temps des bâtisseurs de cathédrales. Il est important de comprendre que le climat au Moyen-Âge a permis un tout nouveau style de vie. De nos jours, on s'imagine que le réchauffement aura des conséquences apocalyptiques, mais en fait, quand on décrit cette période médiévale de chaleur, elle est toujours associée à la richesse. En remontant encore le temps, au-delà de l'optimum médiéval, on découvre d'autres périodes chaudes, dont une très longue durant l'âge de bronze et l'âge de pierre, que les géologues appellent optimum climatique Holocène. Les températures étaient alors sensiblement supérieures aux températures actuelles, et cela durant 3 millénaires. Les variations climatiques du passé étaient de toute évidence naturelles. Alors pourquoi serait-ce différent aujourd'hui ? Selon la théorie du réchauffement planétaire généré par l'homme, le dioxyde de carbone émis par l'industrie fait grimper les températures. Mais qu'est-ce qui le prouve ? Quiconque affirmant que le dioxyde de carbone est le responsable majeur du réchauffement planétaire du XXe siècle n'a pas vu les chiffres élémentaires. Au début du XXe siècle, la majeure partie du monde se trouve dans l'ère pré-industrielle. Très peu de gens ont une voiture ou même l'électricité. L'industrie est encore assez primaire, réduite à quelques pays et paralysée par la crise économique. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, tout change. On commence à produire en masse pour un marché international des biens de consommation tels que les réfrigérateurs, les machines à laver, les téléviseurs et les voitures. Pour désigner cette explosion de l'activité industrielle, les historiens parlent des 30 Glorieuses. Dressons un parallèle avec l'évolution de la température. Ces 150 dernières années, la température de la planète a augmenté d'un peu plus d'1 demi-degré Celsius. Mais curieusement, ce réchauffement a principalement eu lieu au début du XXe siècle, entre 1905 et 1940, au moment où la production industrielle était relativement faible. Puis après 1940, le climat s'est rafraîchi. Voici un relevé des températures de l'Arctique au cours du XXe siècle. Durant le boom économique de l'après-guerre, les températures s'effondrent. Et paradoxalement, elles cesseront de décroître seulement lors de la crise économique des années 1970. La quantité de CO2 a commencé à augmenter de manière exponentielle aux alentours de 1940. Mais à cette époque, la température a commencé à baisser. Et cela a duré jusqu'en 1975. Le rapport est donc inversé. Quand le CO2 augmente rapidement, la température baisse. On ne peut donc pas dire qu'ils évoluent dans le même sens. La température a augmenté sensiblement jusqu'en 1940, quand la production humaine de CO2 était relativement basse. Puis, dans les années d'après-guerre, quand l'industrie et toutes les économies du monde ont pris leur essor et que le CO2 produit par l'homme est monté en flèche, la température mondiale s'est mise à baisser. En d'autres mots, les faits ne correspondent pas à la théorie. Qu'est-ce qui nous fait supposer que le dioxyde de carbone est responsable des changements climatiques ? Le CO2 ne représente qu'une infime partie de l'atmosphère de la Terre. En fait, les variations de son niveau dans l'atmosphère ne se mesurent qu'en dizaines de parties par million. Le pourcentage que représente le CO2 dans l'atmosphère par rapport aux autres gaz, à l'oxygène, l'azote, l'argon, etc., est de 0,054%. C'est une part incroyablement faible. Et quand vous vous intéressez à la part soi-disant ajoutée par l'homme, qui est le point de convergence de toutes nos inquiétudes, elle est encore plus faible. L'effet de serre n'est qu'une composante du système climatique de la Terre. Et le CO2 est un gaz à effet de serre relativement mineur. L'atmosphère se compose d'une multitude de gaz dont un petit pourcentage s'appelle gaz à effet de serre. Et 99% de ce tout petit pourcentage est de la vapeur d'eau, le gaz à effet de serre le plus important. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre de loin le plus important. Non seulement le CO2 n'est qu'un gaz à effet de serre secondaire, mais on est loin d'être sûr que ces gaz-là sont responsables du changement climatique. Pour en savoir plus, regardons le ciel, ou plutôt une partie du ciel appelée troposphère. Si les gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement, celui-ci sera plus important au milieu de la troposphère, dans les 10-12 premiers kilomètres de l'atmosphère,
qu'à la surface de la Terre. Ceci s'explique par de bonnes raisons théoriques liées à la manière dont fonctionne l'effet de serre. L'effet de serre fonctionne ainsi. Le Soleil envoie sa chaleur sur Terre. Sans les gaz à effet de serre, ces radiations solaires seraient renvoyées vers l'espace en laissant une planète froide et inhabitable. Les gaz à effet de serre retiennent la chaleur dans la troposphère quelques kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Et c'est là, selon les modèles climatiques, que le taux de réchauffement devrait être le plus élevé. Si les gaz à effet de serre en sont bien la cause. Selon tous les modèles, sans exception, le réchauffement devrait augmenter à mesure que l'on monte de la surface de la Terre vers l'atmosphère. Et le réchauffement maximal au-dessus de l'équateur devrait en fait avoir lieu à une altitude d'une dizaine de kilomètres. Le professeur John Christie est l'un des scientifiques chargés de mesurer la température de l'atmosphère de la Terre. En 1991, il a reçu la médaille de la NASA récompensant une réalisation scientifique exceptionnelle. Et en 1996, une récompense spéciale de la Société météorologique américaine pour avoir fait progresser fondamentalement notre capacité de maîtrise du climat. Il a également été l'auteur d'un rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, un organisme de l'ONU. Pour relever la température de l'atmosphère, les scientifiques, comme le professeur Christie, ont recours à deux moyens, les satellites et les ballons-sondes. On a constaté systématiquement qu'au-dessus de beaucoup d'endroits de la planète, la majeure partie de l'atmosphère ne se réchauffait pas autant que ce que l'on observe à la surface de la Terre. C'est un vrai casse-tête pour nous, parce que la théorie est assez simple. Si la surface se réchauffe, l'atmosphère supérieure devrait se réchauffer rapidement. La montée de la température de cette partie de l'atmosphère n'est absolument pas dramatique et ne correspond vraiment pas à la théorie que les modèles climatiques du moment expriment. L'un des ennuis des modèles, c'est qu'ils prédisent qu'à l'exception des régions polaires, plus on monte haut dans l'atmosphère, plus le taux de réchauffement augmente. Et d'après deux sources de données, les données satellitaires que tout le monde cite, mais aussi celles des ballons-sondes, il est très clair que l'on n'observe pas du tout cet effet-là. En fait, il semblerait plutôt que les températures de la surface de la Terre se réchauffent légèrement plus que celles des couches d'air supérieures. C'est une sacrée différence. Ces données laissent entendre que le réchauffement observé n'est probablement pas dû aux gaz à effet de serre. Les observations ne montrent pas une augmentation avec l'altitude. Au contraire, la majorité des observations montrent une légère baisse du taux de réchauffement avec l'altitude. On peut donc dire d'une certaine manière que les preuves réfutent l'hypothèse selon laquelle l'homme serait à l'origine du réchauffement planétaire. Le récent réchauffement de la Terre s'est produit au mauvais moment et au mauvais endroit. Si le CO2 était responsable des changements climatiques, la température aurait dû monter durant le boom économique d'après-guerre. Et le taux de réchauffement devrait être plus élevé dans la troposphère qu'à la surface de la Terre. Pourtant, c'est le contraire qui s'est produit. Alors, dans la longue histoire du climat de la Terre, existe-t-il un exemple d'un changement de température entraîné par le dioxyde de carbone? Forer la glace dans ses profondeurs est un moyen de se plonger dans le passé. Cela a d'ailleurs permis aux scientifiques de trouver un lien entre le CO2 et l'évolution des températures de la planète. Les études de carottes glaciaires sont fréquemment citées pour étayer la théorie du réchauffement planétaire provoqué par l'homme. Mais la glace renferme des données que l'on mentionne très rarement. Le professeur Ian Clark est un éminent paléoclimatologue qui analyse en Arctique les températures de la Terre depuis des centaines de milliers d'années. Quand on s'intéresse au climat sur une très longue échelle temporelle, on recherche des matériaux géologiques qui ont enregistré les variations climatiques. Prenons une carotte de glace, par exemple. Certes, on reconstitue la température à partir des isotopes de la glace, mais on libère également l'atmosphère prise dans cette glace et on peut alors observer le CO2 qu'elle contient. Le professeur Clark et d'autres chercheurs ont en effet mis en évidence un rapport entre la variation du taux de CO2 et celle de la température de l'air, mais pas celui qu'on attendait. Voici l'enregistrement climatique présent dans la carotte de Vostok. En rouge, c'est l'évolution des températures d'une époque lointaine à une époque plus proche, dans un intervalle capital, puisqu'il commence juste après une ère de glaciation. On note que la température grimpe, mais aussi que le CO2 la suit.
avec un temps de décalage, un retard de 800 ans. On peut donc dire que la température a 8 siècles d'avance sur le CO2. Plusieurs études majeures de la calotte glaciaire ont été menées et toutes montrent la même chose. Les températures augmentent ou diminuent, puis quelques siècles plus tard, le taux de dioxyde de carbone les suit. Donc, de toute évidence, le dioxyde de carbone n'est pas la cause de ce réchauffement. On peut même dire que le réchauffement entraîne l'augmentation de dioxyde de carbone. Très clairement, le CO2 ne peut pas causer les changements de température. Il en est le produit. Il suit les changements de température. Les mesures réalisées grâce au forage de la calotte glaciaire nous conduisent au cœur même du problème. On dit que la température montera si le taux de CO2 en tant que gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère. Mais les forages font la démonstration inverse. Ils prouvent que l'hypothèse fondamentale de la théorie du changement climatique due à l'homme est fausse. Mais comment le réchauffement des températures peut-il faire augmenter la quantité de CO2 contenue dans l'atmosphère? La réponse se trouve au fin fond des océans. Les océans émettent dans l'atmosphère près de 80 gigatonnes de dioxyde de carbone par an, alors que les humains n'en émettent qu'environ 7 gigatonnes. Mais la quantité de CO2 provenant des océans dépend de la température. Comme l'ont appris tous les écoliers dans leur manuel de géographie, l'océan et l'atmosphère s'échangent le dioxyde de carbone. Quand l'océan se réchauffe, il rejette du CO2 dans l'atmosphère. Et quand il refroidit, il en absorbe et le conserve. Mais pourquoi existe-t-il un décalage de plusieurs siècles entre un changement de température et une variation de la quantité de CO2 absorbée ou rejetée par les océans? Eh bien parce que les océans sont si vastes et si profonds qu'il leur faut des siècles pour se réchauffer ou refroidir. Les océans sont vastes. Ils occupent la majeure partie de la surface de la Terre. Et c'est pour cela qu'ils mettent autant de temps à se réchauffer ou à refroidir. Ça leur prend des centaines d'années. L'idée la plus répandue selon laquelle le dioxyde de carbone serait à l'origine des changements climatiques est en contradiction avec quantité de données scientifiques dont nous disposons, qu'elles proviennent de ballons-sondes, de satellites, de carottes de glace ou de relevés météorologiques historiques. Mais si le CO2 n'est pas le moteur de l'évolution climatique, alors qui l'est? N'est-ce pas étonnant de penser que ce sont les hommes qui, en faisant le plein d'essence ou en allumant la lumière, commandent le climat? Mais regardez le ciel, regardez cette chose immense qu'est le Soleil. Bien que nous soyons 6,5 milliards, nous ne sommes rien à côté de lui. À la fin des années 1980, Piers Corbin, physicien solaire, décide d'essayer une méthode de prévision météorologique radicalement nouvelle. Sa technique permet des prévisions systématiquement plus précises que celles du Met Office, le service de météo britannique, malgré les vastes ressources de celui-ci. La presse l'acclame alors comme le super monsieur météo. Le secret de cette réussite, le soleil. Notre technique de prévision météo sur le long terme a commencé par l'étude des taches solaires et le désir de les prévoir. C'est alors que j'ai compris qu'il était beaucoup plus intéressant de se servir du soleil pour prévoir le temps. Nous savons aujourd'hui que les taches solaires sont des champs magnétiques intenses qui apparaissent en période de haute activité solaire. Mais pendant des siècles, bien avant que l'on comprenne correctement le phénomène, les astronomes du monde entier ont compté les taches solaires, pensant que plus elles étaient nombreuses, plus cela annonçait un temps chaud. En 1893, l'astronome britannique Edward Maunder observe que, durant le petit âge de glace, le nombre de taches solaires était quasi nul, ce qui marque une période d'inactivité solaire, connue désormais sous le nom de minimum de Maunder. Mais les taches solaires sont-elles un indicateur météorologique fiable? J'ai décidé d'évaluer notre technique en pariant sur le temps par l'intermédiaire du bookmaker William Hill. Je pariais contre les prévisions du Met Office et j'ai gagné de l'argent mois après mois. Par exemple, le Met Office avait prévu que l'hiver dernier serait exceptionnellement froid. Nous avons dit, non, c'est faux, on sera très proche des normales saisonnières.
tout en précisant qu'il ferait particulièrement froid après Noël et en février. Nous avons eu raison et ils ont eu tort. En 1991, des scientifiques renommés de l'Institut météorologique danois décident de dresser une liste des taches solaires du XXe siècle et d'établir une comparaison avec les relevés de température. Ils découvrent ainsi un lien incroyablement étroit entre l'activité du Soleil et les changements de température sur Terre. D'après leurs observations, l'activité solaire a nettement augmenté jusqu'en 1940, pour décroître jusqu'aux années 1970 et enfin reprendre. Quand nous avons mis en avant cette corrélation entre la température et les taches solaires ou les cycles solaires, on nous a dit « Ok, mais ce n'est peut-être qu'une coïncidence. » Alors comment prouver que ce n'était pas une simple coïncidence? La solution évidente était d'étudier de plus longues périodes ou des périodes différentes. Nous sommes donc remontés dans le temps. Le professeur Friis Christensen et ses confrères se penchent donc sur 400 ans de passé astronomique afin d'établir un parallèle entre l'activité des taches solaires et les variations de température. Et cette fois encore, ils découvrent que les variations de l'activité solaire sont intimement liées au changement de température sur Terre. C'est le Soleil, semble-t-il, et non le dioxyde de carbone ou quoi que ce soit d'autre, qui influencerait les changements de climat. Le Soleil a une influence directe sur la Terre quand il lui envoie sa chaleur. Mais les scientifiques ont établi qu'il avait également une influence indirecte en régulant la formation des nuages. En fait, son influence est si multiple qu'il n'est pas surprenant que les variations de l'activité solaire correspondent autant au changement climatique de la Terre. Si vous aviez des rayons X à la place des yeux, ce que vous voyez comme une jolie boule jaune inoffensive vous apparaîtrait comme un tigre enragé. Le Soleil est une brute d'une incroyable violence. Il envoie de grands souffles de gaz et un vent solaire qui balaie incessamment la Terre. D'une certaine manière, nous nous trouvons à l'intérieur de l'atmosphère du Soleil. L'intensité de son champ magnétique a plus que doublé au cours du XXe siècle. En 2005, des astrophysiciens de l'université d'Harvard ont publié le graphique suivant dans le journal officiel de l'Union américaine de géophysique. La courbe bleue représente l'évolution des températures de l'Arctique au cours de ces 100 dernières années. Et la jaune, l'augmentation du dioxyde de carbone sur la même période. Manifestement, elles ne sont pas liées l'une à l'autre. Mais regardons de plus près la courbe des températures et cette ligne rouge qui décrit les variations de l'activité solaire au cours du XXe siècle, telles que l'ont établi de manière indépendante des scientifiques de la NASA et de l'Agence fédérale américaine de recherche atmosphérique et océanique. L'activité solaire du siècle dernier, des siècles derniers, sur une base décennale, est en corrélation avec les températures de l'Arctique et de la glace de mer. Pour nombre de scientifiques, la conclusion s'impose. Le Soleil gouverne le climat. Le CO2 ne compte pas. Alors pourquoi, si tel est le cas, nous assène-t-on constamment, jour après jour, que le réchauffement planétaire est le fait de l'homme? Pourquoi tant de personnes des médias et d'autres professions présentent-elles cela comme un fait incontestable? Pour comprendre l'impact de la théorie du réchauffement planétaire, racontons comment elle s'est développée. Les prévisions climatiques alarmistes ne sont pas nouvelles. En 1974, la BBC prévient que de violents orages et de grandes inondations pourraient être le signe annonciateur d'une catastrophe imminente. Et quelle en serait la cause? Nigel Calder, le créateur de cette série télé, est alors rédacteur en chef du New Scientist. Dans The Weather Machine, nous nous faisions l'écho de l'idée dominante de l'époque, c'est-à-dire la crainte d'un refroidissement planétaire et de l'arrivée d'une nouvelle période glaciaire. Nous sommes tout petits à côté de la glace. Après des décennies à observer la chute des températures, les experts de l'époque annoncent que le refroidissement du monde aura des conséquences catastrophiques. Nous sommes sous la menace constante d'un grand gel. Cette nouvelle période glaciaire s'emparera-t-elle de nos terres et ensevelira-t-elle nos villes du Nord?
Mais au milieu de ces prévisions alarmistes pointe une lueur d'espoir. Bert Bolin, un scientifique suédois, suggère timidement que le dioxyde de carbone émis par l'homme pourrait réchauffer la planète, mais il n'en est pas sûr. La planète renferme de grandes réserves de pétrole. Et il nous reste encore beaucoup de charbon, mais il semblerait que nous les brûlions de plus en plus vite. Si nous continuons ainsi, dans une cinquantaine d'années, le climat pourrait s'être réchauffé de quelques degrés. Qui sait? Nous avons également été les premiers à laisser la parole sur une chaîne de télé internationale au Suédois Bert Bolin, qui parlait des dangers du dioxyde de carbone. Une quantité croissante de dioxyde de carbone dans l'air. Et je me souviens que d'éminents spécialistes m'ont alors reproché farouchement de m'être laissé séduire par ces idées fantaisistes. Dans les années 1970, à l'apogée de la peur du refroidissement planétaire, la théorie excentrique de Bert Bolin, celle du réchauffement planétaire provoqué par l'homme, semble absurde. Mais deux événements viennent inverser la tendance. 1. Les températures commencent à se réchauffer, et 2. Les mineurs britanniques se mettent en grève. Margaret Thatcher, alors Premier ministre de Grande-Bretagne, fait de l'énergie un problème politique. Au début des années 1970, le choc pétrolier a plongé le monde dans la crise. En Grande-Bretagne, une grève écrasante des mineurs a également provoqué des coupures d'électricité et la chute du gouvernement conservateur. Madame Thatcher est donc prête à tout pour ne pas subir le même sort. What we have seen in this country is the emergence of an organized revolutionary minority whose real aim is the destruction of democratic parliamentary government. La politisation du sujet a commencé avec Margaret Thatcher. Elle s'est toujours beaucoup impliquée dans la promotion de l'énergie nucléaire. Je m'en souviens puisque j'ai été secrétaire d'État à l'énergie. Et cela bien avant que l'on parle du problème du changement climatique. Parce qu'elle s'inquiétait pour la sécurité de l'énergie. Et que ni le pétrole, ni le syndicat national des mineurs ne lui inspiraient confiance. Elle ne croyait ni au pétrole, ni au charbon. Elle pensait donc que nous devions continuer à développer l'énergie nucléaire. Puis, quand la théorie du réchauffement climatique planétaire est apparue, elle a pensé « c'est parfait ». Voilà un nouvel argument en faveur du nucléaire, puisque cette énergie-là ne créait pas d'émissions de CO2. Tel était son propos, qui depuis a été quelque peu déformé. Elle s'est donc rendue à la Royal Society, l'Académie britannique des sciences, et a dit « il y aura de l'argent à la clé si vous prouvez cette théorie ». Alors forcément, ils l'ont prouvé. Inévitablement, dès lors que les politiques soutiennent une cause et y associent leur nom d'une manière ou d'une autre, l'argent afflue. C'est ainsi. Et inévitablement, les institutions de recherche et de développement se sont mises à bouillonner, si je puis dire. Elles allaient étudier le climat, mais en mettant un accent particulier sur la relation entre le dioxyde de carbone et la température. En 1988, à la demande de Madame Thatcher, le Met Office met en place une équipe de modélisation climatique qui constituera plus tard la base d'un nouveau comité international baptisé GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et le premier grand rapport qu'ils ont publié prévoyait une catastrophe climatique provoquée par le réchauffement planétaire. Je me souviens de la conférence destinée à la presse scientifique à laquelle j'ai assisté. J'étais frappé par deux choses. Premièrement, la simplicité et l'éloquence du message, ainsi que l'énergie avec laquelle il nous était transmis. Et deuxièmement, le mépris total de toutes les découvertes climatologiques réalisées jusqu'alors, y compris le rôle du Soleil, qui pourtant avait été au centre d'une réunion importante de la Royal Society quelques mois plus tôt. Mais la toute nouvelle importance accordée au dioxyde de carbone généré par l'homme dans les problèmes environnementaux ne séduit pas que Margaret Thatcher. Patrick Moore est considéré comme l'un des plus grands écologistes de sa génération. Il est l'un des fondateurs de Greenpeace. Le climat est devenu un centre d'intérêt majeur pour deux raisons bien distinctes. Premièrement, au milieu des années 80, la majorité des gens étaient d'accord avec la plupart des idées raisonnables que les mouvements écolos préconisaient. Quand une majorité de gens est d'accord avec vous, pas facile de continuer à la provoquer. La seule façon de rester contestataire était donc d'adopter des positions encore plus extrêmes. Quand j'ai quitté Greenpeace, ils étaient en train de se mettre d'accord sur une campagne interdisant le chlore dans le monde entier.
Je leur ai dit, mais il fait partie du tableau de classification périodique des éléments. Je ne suis pas sûr que notre juridiction permette d'interdire entièrement un élément chimique. Et deuxièmement, l'extrémisme écologique a vu le jour à cause de l'échec du communisme. Le mur est tombé. Et beaucoup de pacifistes et de militants politiques se sont alors tournés vers le mouvement écologiste en amenant avec eux leur néo-marxisme. Ils ont très intelligemment appris à manier la langue des Verts pour masquer des programmes plus proches de l'anticapitalisme ou de l'antimondialisation que de l'écologie ou de la science. La gauche a été légèrement désorientée par l'échec manifeste du socialisme et bien plus encore du communisme, de la forme de communisme qu'elle avait adoptée. Elle est restée anticapitaliste, mais elle a dû trouver un nouveau prétexte à son anticapitalisme. Ça a donné une alliance étonnante allant de Margaret Thatcher à droite jusqu'aux écologistes anticapitalistes d'extrême gauche. Et c'est ce qui a donné un grand élan à cette idée farfelue. Au début des années 1990, la théorie du réchauffement planétaire provoqué par l'homme ne revêt plus un caractère excentrique. Elle donne lieu à une campagne politique à grande échelle qui attire l'attention des médias, ce qui lui vaut un supplément de financement public. Avant Bush père, les fonds investis dans la climatologie et les sciences du climat s'élevaient à environ 170 millions de dollars par an, ce qui était raisonnable compte tenu de l'importance du domaine. Le budget est ensuite passé à plus de 2 milliards par an, soit un facteur de plus de 10, d'où des changements considérables. Beaucoup d'emplois ont été créés. Oui, beaucoup. Beaucoup de nouvelles personnes qui auparavant s'en désintéressaient sont entrées dans cette filière. On a vu surgir des cohortes de personnes dont le seul intérêt pour ce domaine tenait au réchauffement planétaire. Si je voulais faire de la recherche, disons, sur les écureuils du Sussex, et ceci est valable depuis les années 1990, je remplirais ma demande de bourse en disant « Je souhaite réaliser une étude sur le comportement de collecte des noisettes chez l'écureuil au regard de ses effets sur le réchauffement climatique. » Et ainsi, j'obtiendrai de l'argent. Si je mets cette référence, il se peut qu'on ne me verse rien. Nous sommes tous en concurrence pour obtenir des fonds. Et si notre domaine d'étude suscite des inquiétudes, nous aurons d'autant moins de peine à justifier l'allocation de fonds dans le domaine en question. Une proportion importante de ces fonds a été consacrée à l'élaboration de modèles permettant de concevoir des projections climatiques. Mais quel est au juste le degré d'exactitude de ces modèles ? Le docteur Roy Spencer a été un chercheur de haut rang en études climatiques au Centre de vol spatial Marshall de la NASA. Il s'est vu décerner des médailles par la Société météorologique américaine et la NASA, récompensant sa contribution exceptionnelle dans le domaine scientifique. Les modèles climatiques valent ce que valent les hypothèses qu'ils intègrent. Or, il existe des centaines d'hypothèses. Il suffit que l'une d'elles soit fausse pour que la projection perde toute pertinence. Tous les modèles partent de l'hypothèse que le CO2 produit par l'homme est, plutôt que le soleil ou les nuages, la cause du changement climatique. L'analogie à laquelle j'ai l'habitude de me référer est la suivante. Ma voiture marche mal, mais je ne tiendrai compte ni du moteur, en d'autres termes du soleil, ni de la transmission, c'est-à-dire de la vapeur d'eau, et je vais me concentrer sur un écrou de la roue arrière droite, soit le CO2 produit par l'homme. Voilà à quel point la science se fourvoie. Faute d'une bonne compréhension du système climatique et d'une mise en corrélation de toutes ses composantes, les rayons cosmiques, solaires, le CO2, la vapeur d'eau, les nuages, votre modèle ne vaut rien. L'éventail des prévisions climatiques varie considérablement. Ces variations résultent d'une légère modification des hypothèses sur lesquelles les modèles sont fondés. J'ai travaillé avec des modélistes. Or, en fignolant les paramètres d'un modèle mathématique, on modélise tout et n'importe quoi. On peut faire apparaître un réchauffement ou un refroidissement du climat en y apportant des modifications.
Au premier abord, les modèles informatiques ont de quoi impressionner le novice. Ils donnent souvent lieu à de folles spéculations qui se présentent sous la forme d'énoncés scientifiques rigoureux. Ils fournissent également aux médias une source abondante de scénarios spectaculaires. Ce qui me surprend, en qualité de journaliste de longue date, c'est la façon dont, sur ce chapitre, les principes journalistiques les plus élémentaires semblent avoir été bafoués. Il y a toute une nouvelle génération de reporters et de journalistes spécialisés dans l'environnement. Si vous en faites partie et que cette histoire de réchauffement planétaire est jetée au rebut, votre emploi connaîtra le même sort. Les reportages se doivent d'être de plus en plus alarmistes, parce qu'il reste heureusement une poignée de chroniqueurs aguerris prêts à déclarer « Vous teniez le même discours il y a 5 ans ». Ah oui, mais répondra-t-on aujourd'hui, c'est bien pire. Le niveau de la mer va monter de 3 mètres d'ici à mardi prochain, ou je ne sais quoi. Ils sont contraints d'adopter un discours toujours plus véhément. Les médias ont désormais coutume d'imputer le moindre ouragan ou la moindre tempête au réchauffement climatique. Mais sur quel fondement scientifique s'appuie-t-il ? C'est de la pure propagande. Tous les manuels de météorologie nous disent que la principale cause des perturbations climatiques est la différence des températures entre les tropiques et les pôles. Et on nous dit que si le climat se réchauffe, cette différence se réduira. On devrait donc en conclure que le climat sera moins rigoureux et qu'il y aura moins de variations climatiques. Mais pour une raison ou une autre, comme ce n'est pas assez catastrophiste, on vous dit le contraire. On entend parfois dire qu'un réchauffement modéré suffirait à faire fondre les calottes glaciaires polaires de la planète. Mais que nous apprend l'histoire climatique de notre planète ? Nous disposons de relevés de température effectués au Groenland il y a plusieurs milliers d'années. Le Groenland a connu dans le passé des températures bien plus élevées qu'aujourd'hui. Il y a seulement 1000 ans, il y faisait plus chaud qu'aujourd'hui, sans pour autant qu'il y ait eu de fonte glaciaire dramatique. Même si l'on considère le permagel, cette couche de glace qu'on trouve par exemple en Russie, on s'aperçoit qu'une grande partie de celui-ci a fondu il y a 7 ou 8 000 ans dans des proportions bien plus importantes que celles des projections actuelles. En d'autres termes, il s'agit là d'une évolution historique, mais le monde ne s'est pas pour autant brusquement effondré. Le professeur Seyunichi Akasofu dirige le centre de recherche arctique de l'Alaska, le plus important institut du monde en la matière. Le professeur Akasofu souligne que les calottes glaciaires sont soumises en permanence à un processus naturel d'expansion et de contraction. La chute de blocs de glace du continent antarctique, dont de temps à autre on entend parler, a dû se produire à toutes les époques. Mais comme nous disposons aujourd'hui de satellites qui détectent ces phénomènes, ils font l'actualité. Je vois tous ces programmes télévisés relatifs au réchauffement planétaire, montrant de grands blocs de glace qui s'effondrent sur les bords des glaciers. Mais on oublie que la glace est toujours en mouvement. Ces images satellites de la NASA montrent dans toute leur ampleur l'expansion et la contraction naturelle des glaces de la mer polaire au cours des années 1990. Les journaux d'information diffusent régulièrement des images de glace se détachant des bords de l'Arctique. Ce que l'on omet de dire, en revanche, c'est qu'il s'agit d'un phénomène aussi ordinaire en Arctique que la chute des feuilles un jour d'automne. On me demande, avez-vous vu de la glace tomber sur les bords des glaciers? Oui, c'est le dégel du printemps. Il se produit tous les ans. Les journalistes nous sollicitent en permanence à l'affût d'éléments sur l'effet de serre. Je leur réponds qu'il n'existe rien de tel. Il est aussi courant d'imputer la variation du niveau des mers au changement climatique. Mais cette corrélation est-elle scientifiquement avérée? La variation du niveau des mers sur la planète est régie par 2 facteurs. D'une part, des facteurs locaux, le rapport de la mer à la Terre, lequel a, soit dit en passant, plus à voir avec l'élévation ou l'affaissement du niveau des terres qu'avec la hausse ou la baisse du niveau des eaux. D'autre part, le statisme, la variation du niveau des mers à l'échelle mondiale. Celle-ci est liée à l'expansion thermique des océans. Elle n'a rien à voir avec la fonte des glaces et se déroule sur des durées bien plus longues que l'espace de votre vie ou de la mienne avant même qu'on puisse la détecter.
On soutient par ailleurs qu'une faible hausse des températures entraînera la propagation vers le nord de maladies tropicales mortelles transmises par les insectes, telles la malaria. Mais là encore, est-ce bien exact? Le professeur Paul Reiter de l'Institut Pasteur à Paris est l'un des spécialistes les plus réputés de la malaria et d'autres maladies inoculées par des insectes. Il est membre du comité consultatif de l'Organisation mondiale de la santé, a présidé le comité américain d'entomologie médicale, de la Société américaine de médecine tropicale et a dirigé la publication de la section santé du rapport d'évaluation nationale des conséquences potentielles de la variabilité climatique commandé par le gouvernement américain. Les moustiques ne se cantonnent pas aux régions tropicales. Chacun peut constater qu'il y en a dans les régions au climat tempéré. On en trouve même énormément en Arctique. En fait, dans les années 1920, c'est en Union soviétique que s'est propagée la plus grande épidémie de malaria. On a compté 13 millions de cas déclarés par an et près de 600 000 morts. Une catastrophe épouvantable qui a atteint le cercle arctique. À Archangel, on a comptabilisé 30 000 cas et 10 000 morts. La malaria n'est donc pas uniquement une maladie tropicale et cependant, les associations de lutte contre le réchauffement climatique répandent la menace que la maladie pourrait se déplacer vers les régions du Nord. Les rapports officiels émis par le GIEC sont souvent très alarmants. Mais sont-ils fiables? J'ai été scandalisé par la lecture du deuxième et du troisième rapport d'évaluation. Ce n'était qu'une addition d'informations inexactes sans aucune source scientifique. En tout cas, pratiquement aucune littérature scientifique élaborée par des spécialistes sérieux n'y était citée. Dans une lettre ouverte au Wall Street Journal, l'ex-président de l'Académie nationale américaine des sciences, le professeur Frederick Seitz, révèle que le GIEC a bien censuré les commentaires de certains scientifiques. Il écrit « Ce rapport n'est pas conforme à la version approuvée par les scientifiques ayant contribué à sa rédaction ». De fait, plus de 15 points importants du chapitre scientifique ont été supprimés. Comme par exemple, aucune étude n'a pu prouver de façon définitive que l'on pouvait attribuer les changements climatiques aux gaz à effet de serre. Ou encore, à ce jour, aucune étude ne peut dire que l'homme est totalement ou même en partie responsable des changements climatiques observés. Et le professeur Seitz de conclure, jamais je n'ai constaté une violation aussi alarmante des règles de la déontologie que celle dont témoignent les événements qui ont abouti au rapport du GIEC. En retour, le GIEC ne nie pas avoir supprimé des articles, tout en certifiant que cela n'a pas été fait par malhonnêteté ou parti pris, et affirme que, par ailleurs, les incertitudes sur les causes du réchauffement global ont été conservées. Les modifications auraient été apportées suite à des remarques faites par certains gouvernements, par des scientifiques indépendants et par des ONG. Quand j'ai démissionné du GIEC, j'ai cru que l'affaire était classée, jusqu'à ce que je constate que mon nom figurait encore sur l'avant-projet. J'ai donc demandé qu'il soit retiré. On m'a dit que j'avais contribué à l'écrire et que par conséquent, il y resterait. J'ai répondu que je n'y avais pas vraiment contribué puisqu'on n'avait pas transcrit ce que je disais. Enfin, ça a été un vrai combat jusqu'à ce que je les menace de poursuites juridiques et qu'ils finissent par enlever mon nom. Et je ne suis pas le seul à qui ce soit arrivé. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui malgré tout sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. De nos jours, un mouvement institutionnel très puissant soutient l'idée que l'homme est le principal responsable du réchauffement planétaire. Nous voici à Nairobi où sont rassemblés nombre de fonctionnaires dévoués, de militants d'ONG, de collecteurs de fonds pour la taxe carbone, ainsi que de journalistes spécialisés dans l'écologie. Cette conférence organisée par l'ONU va durer 10 jours. On y discutera des bouleversements climatiques de la planète et on attend plus de 6000 participants. Il ne faut pas perdre de vue que le réchauffement climatique peut créer des dizaines de milliers d'emplois. C'est une source de profit énorme. On investit des milliards de dollars dans la recherche sur le climat. Par conséquent, un grand nombre de personnes dépendent de ces investissements et ont bien l'intention que ça continue comme ça. Imaginons que quelqu'un se lève et dise « Essayons de regarder tout ça calmement, rationnellement, et de réétudier la valeur réelle de chaque affirmation. » Eh bien, cette personne serait immédiatement bannie. À trop secouer le cocotier, on risque de prendre une noix sur la tête. Cela va nous arriver, c'est compréhensible. Mais ça devient assez inquiétant, difficile à vivre, et les attaques sont de plus en plus personnelles.
Il y a eu des menaces de mort et ce genre de choses. Croyez-moi, ce n'est pas une promenade de santé. De nos jours, émettre des réserves sur les causes du réchauffement climatique équivaut à prétendre que l'Holocauste n'a pas eu lieu. Je ne suis franchement pas le seul à penser que l'on pourrait comparer toute cette affaire de réchauffement climatique à une religion. Et que les gens qui ne sont pas d'accord sont traités d'hérétiques. Je suis un hérétique. Les gens qui réalisent ce documentaire sont tous des hérétiques. Ce mouvement écologique relève de l'activisme politique et les partisans sont devenus incontournables à un niveau planétaire. De nos jours, tout homme politique en est conscient. Qu'il soit de gauche, de droite ou du centre, il doit prendre en compte l'environnement. Le mouvement contre le réchauffement climatique vient de remporter une importante bataille. Même les États-Unis, qui furent un bastion de résistance, ont succombé et George Bush est désormais un allié. Dans le monde occidental, les gouvernements se découvrent un besoin urgent d'établir des accords internationaux pour restreindre la production industrielle dans les pays développés ou émergents. Mais à quel prix? Paul Driessen est un ancien militant écologiste. Ma grande inquiétude, c'est que les politiques mises en œuvre pour soi-disant lutter contre le réchauffement climatique aient une répercussion désastreuse sur les populations les plus pauvres du globe. Anne Mogella est sur le point de préparer un repas pour ses enfants. Elle fait partie des 2 milliards d'habitants, un tiers de la population mondiale qui n'ont pas d'électricité. Ces gens doivent donc faire un feu de bois ou de crottin séché à l'intérieur de leur habitat. La fumée produite par ces feux est la forme de pollution la plus dangereuse qui soit au monde. Ils n'ont pas non plus accès à l'eau potable. Par conséquent, dans les pays pauvres, près de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année à cause de problèmes respiratoires ou de diarrhée. Si vous demandez à un paysan ce que représente pour lui le progrès, il vous dira que c'est l'électricité. Vivre sans électricité crée une série de problèmes, tous liés les uns aux autres. Le premier, c'est que vous n'avez pas de lumière. Vous vous couchez donc de bonne heure. Aucune raison de rester éveillé, puisqu'on ne se parle pas dans le noir, n'est-ce pas? Sans électricité, on ne peut pas conditionner ou réfrigérer la nourriture. On ne peut donc pas la conserver. De plus, un feu dans une hutte fait trop de fumée et consomme trop de bois pour servir de chauffage. Et on n'a pas d'eau chaude. Nous autres occidentaux ne pouvons même pas imaginer à quel point la vie quotidienne serait dure sans électricité. L'espérance de vie de ces populations est effroyablement courte. Leur mode d'existence est limité à tout point de vue. À quelques kilomètres de là, l'ONU se fait l'hôte d'une conférence sur le réchauffement planétaire dans ses locaux luxueux et bien protégés. Au magasin de cadeaux, on vend des produits de l'artisanat des tribus locales, pendant que les délégués discutent des moyens de promouvoir les différentes formes d'énergie durable. L'Afrique produit du charbon ainsi que du pétrole, mais les écologistes réfutent ces combustibles à bas prix. Ils prônent l'utilisation des énergies solaires ou éoliennes en Afrique et dans tout le tiers-monde. Ça semble cher aux Européens et aux Américains, mais pour les Africains, inutile d'en parler. C'est contraire au bon sens. Les pays riches peuvent se permettre des expérimentations coûteuses sur les énergies nouvelles, mais nous, on en est encore au stade de la survie. Pour l'ancien écologiste qu'est Paul Driessen, l'aspect le plus abject de la lutte contre le réchauffement climatique est le projet d'obliger les pays pauvres à se servir des sources d'énergie les plus chères de la planète et des moyens de production électrique les moins efficaces. Très clairement, obliger le tiers-monde à n'utiliser que l'énergie solaire ou éolienne revient à leur interdire l'accès à l'électricité. L'objection que l'on peut faire aux écologistes occidentaux qui nous verraient bien utiliser des panneaux solaires et des éoliennes, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on va industrialiser l'Afrique. Honnêtement, je ne vois pas comment un panneau solaire pourrait alimenter une aciérie.
ou une ligne de chemin de fer. Ça pourrait peut-être suffire pour un transistor. Le mouvement environnementaliste est de loin le plus puissant dans l'art d'empêcher les pays en voie de développement de se développer. On nous dit de ne plus utiliser nos ressources énergétiques comme le pétrole ou le charbon. C'est nous pousser au suicide. Je crois que j'ai le droit de les traiter d'anti-humains. Certes, on n'est pas obligé de penser que l'homme a plus de valeur qu'une baleine, qu'un hibou ou que n'importe quoi d'autre. Mais je suis contre l'idée de mettre l'humanité au rebut. Que l'on puisse laisser des millions d'individus devenir aveugles ou mourir, ça me dépasse. Il est désormais si fermement établi que l'homme est responsable du réchauffement climatique. Et toute opposition à ce concept est si efficacement muselée que la théorie semble irréfutable. Mais l'alarme sonnée contre le réchauffement climatique est surdimensionnée. Il y aura toujours des gens pour croire que c'est la fin du monde. Surtout si le plus éminent des savants anglais proclame que le seul endroit viable sur Terre d'ici la fin du XXIe siècle sera l'Antarctique et que le genre humain survivra grâce à quelques couples qui auront émigré à temps dans cette région. C'est vraiment comique. En fait, non, c'est triste comme tout. Tomorrow's weather, what's the low? What's the high? Will it be wet or dry? De retour sur le plateau de la 50e de Planète Société consacrée au réchauffement climatique avec notre invité, l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Vous êtes notamment l'auteur de cet ouvrage, Histoire humaine et comparée du climat, qui a fait date dans ce domaine, et puis aussi d'un abrégé d'histoire du climat, du Moyen-Âge à nos jours, qui vient de paraître chez Fayard. Première question. Moi, j'aimerais votre réaction tout d'abord à ce documentaire que nous venons de voir, vous savez, et cette question, le réchauffement climatique que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'il est dû ou non à l'émission des gaz à effet de serre, ou non à l'homme, puisque certains scientifiques, on a entendu tout à l'heure, nous disent non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce film se fiche un peu du monde, parce que ils n'ont absolument pas parlé du recul ils ont parlé de la calotte de l'Arctique, oui, mais ils n'ont absolument pas parlé du recul des glaciers, qui est le grand phénomène depuis 1860, de tous les glaciers du monde. Les photos sont impressionnantes, hein, quand on voit le recul. Bah oui, mais pas dans le film. Hein. Ouais. Et à l'exception peut-être de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande. Partout, les glaciers reculent, alors ils auraient quand même pu en parler. Le fait qu'ils n'en parlent pas me paraît assez suspect. Hein. Pour vous, ils oublient volontairement certaines hypothèses? Pour moi, je crois que surtout, ils sont un peu téléguidés. Hein. Téléguidés par qui? Je ne me permets pas. Dans vos travaux, vous avez montré que ce qu'on appelle les phénomènes météo extrêmes, ouragans, sécheresses, inondations, n'ont pas attendu ce réchauffement climatique pour se manifester. Est-ce qu'on doit quand même s'attendre à ce qu'ils se multiplient ou qu'ils soient plus forts? Les canicules, semble-t-il, oui. Regardez, il y en a eu une quand même importante en Roumanie, en Hongrie, l'été dernier. Donc les canicules d'autrefois étaient quand même assez fréquentes, comme toujours. Celle de 1719 a fait 450 000 morts sur une France de 21 millions d'habitants. C'est autre chose que les 17 000, malheureusement, personnes âgées de 2003, qui ont même motivé le limogeage d'un malheureux ministre sacrifié à la colère des dieux. Mais je ne sais pas quel dieu c'est. Et donc oui, ça devrait quand même s'amplifier. Il y a eu quand même juillet 2006, dont on n'a pas assez dit qu'il y a eu 3000 morts quand même. Bon, c'est pas terrible, mais enfin ça montre que le problème existe. Et puis qu'il y a celle de 2007 dans les Balkans. Donc oui, ça va se multiplier. Et il faut dire que depuis 1980, les canicules avaient cessé de faire des morts entre 1960 et 80. Et depuis, elles font pas 15 000 morts, mais 1000, 2000, 3000. Et vous pensez que c'est lié effectivement au réchauffement climatique? Enfin, il y a toujours eu des canicules, mais évidemment le réchauffement les rend un peu plus nombreuses et puis un peu plus chaudes aussi.
peut-être 1 degré de plus, 2 degrés de plus, donc plus dangereuse. Alors dans son dernier rapport, le GIEC, vous savez, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous dit que d'ici 2100, la température du globe va augmenter, mais alors entre 1,5 et 6 degrés. Comment vous expliquez cette marge d'abord, je crois qu'on c'est comme les élections, il y a toujours des fourchettes. Hein. Oui. Enfin, ça fait une sacrée différence. Oui, les conséquences sont pas les mêmes. Je crois qu'on est plutôt sur les 3 ou 4 degrés dans les moyennes, et la situation... Et pour faire moi je ne suis pas un scientifique, hein, je suis qu'un historien. Mais enfin, pour faire 1 ou 2 degrés, ce serait très bien, mais il faudrait qu'on prenne beaucoup de mesures, je crois. Et en réalité, il est même question, je dis ça sans trop y croire, mais pour vous montrer la gravité de la situation, de 8 degrés dans la région arctique. Alors bon, peut-être ça n'est pas vrai, mais il faut tirer la sonnette d'alarme. Et justement, est-ce que vous êtes optimiste quant à la capacité de l'humanité, de nos sociétés, à prendre les bonnes mesures pour enrayer ce phénomène ? Non, je ne suis pas optimiste, mais enfin, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Mais de la prise de conscience à l'action, il y a encore une marge. Et il est certain que pour qu'on cesse de faire des avions géants, des courses de voitures inutiles, etc., ça sera difficile. Mais il faudrait effectivement... Vous voyez, je suis venu en métro, moi, par exemple. Vous avez fait un geste, vous Du coup, j'ai failli être en retard. Une dernière question. Là, on parle de nos sociétés occidentales riches, des mesures qu'elles devraient prendre, mais on entend aussi les pays les plus pauvres et les pays en développement nous dire c'est très beau votre réchauffement de la planète et les mesures qu'il faudrait prendre, mais nous, ça met en danger notre croissance, nous qui essayons d'améliorer le quotidien de notre population. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces pays-là ? Je crois que c'est un problème presque insoluble, parce qu'effectivement, ils ne font que faire ce que nous avons fait. Et alors les Chinois en font un peu trop, mais enfin l'Afrique quand même... en plus l'Afrique va plus souffrir que nous à cause de la désertification, y compris au Maghreb et même en Espagne, qui n'est pas un pays sous-développé. Alors il faut essayer de tenir les deux bouts de la chaîne et de les aider à, justement, peut-être l'énergie solaire, des choses comme ça, mais enfin on est sans trop d'illusions quand même sur le résultat, notamment vis-à-vis de la Chine et de l'Inde. Merci Emmanuel Leroy-Ladurie de nous avoir rejoints sur le plateau de Planète Société. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Abrégé l'histoire du climat du Moyen-Âge à nos jours, qui vient de paraître chez Fayard. Et que j'ai écrit avec Anouchka Vazak. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission consacrée cette semaine au réchauffement climatique avec un deuxième documentaire plus alarmiste que celui que nous avons vu tout à l'heure, Climat en crise. Et notre deuxième invité également, la secrétaire nationale des Verts, Cécile Duflot. A tout de suite.